suis très heureux de vous accueillir pour parler d'un sujet qui est important. Euh, c'est le sujet comment améliorer la qualité de vie au travail de votre établissement de santé grâce à des dispositifs de coaching. Donc, je vous souhaite à tous et à toutes la bienvenue. Je m'appelle Martin Louvel. Je suis CEO fondateur de Shakari, dont la mission est de prendre soin des professionnels de santé. Shakari, c'est on propose des solutions de coaching individuelles, collectives et organisationnelles pour des acteurs de santé, avec des dispositifs de mesure, des dispositifs de coaching et de formation intégrés pour améliorer justement la qualité de vie au travail du plus grand nombre de professionnels de santé. Avant de créer Shakari, j'ai travaillé 10 ans dans le secteur de la santé, plutôt d'abord du côté industrie, à l'international, donc j'étais responsable de la zone Amérique du Sud, dans un groupe qui était à la croisée entre les technologies médicales et le secteur pharma. J'ai ensuite rejoint le monde des startups qui me passionne aussi. J'ai construit des programmes de coaching et d'engagement pour des équipes plutôt du côté entreprise. Donc j'ai eu l'occasion de travailler avec des acteurs dans les technologies médicales, la pharma, la santé à domicile, pour relier des enjeux de performance organisationnelle, d'une part, à des leviers de motivation humains. Et je me suis aussi formé au coaching d'équipe parce que je vois il y a des jours où on est à 60-70% de son potentiel et il y a d'autres jours où on est plutôt à 110%. Au niveau individuel, ça peut faire une énorme différence d'essayer de progresser juste 1% par jour. Et alors, imaginez ce que c'est qu'au niveau collectif. Donc, si je devais résumer vraiment le sujet qui nous réunit, aujourd'hui, il est important et il est relié à un phénomène majeur qui est la notion de qualité de vie au travail pour les professionnels de santé, les établissements de santé. Donc, comment l'adresser avec cet enjeu humain de développement du potentiel. Donc, je vais partager mon écran et je vous propose aussi que ce webinaire soit interactif. Donc, vous avez accès à un chat normalement. Je vais vous souhaiter la bienvenue sur ce chat. D'ailleurs, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser, des observations. Je serai ravi d'y répondre avec vous. Donc, on va voir ces 30 premières minutes plutôt de présentation et ensuite, on aura 10 minutes de questions-réponses pour cet échange. Je vais partager mon écran. Donc, aujourd'hui, nous avons la conviction que nous adressons un sujet de santé publique, en fait, qui est le sujet du prendre soin des professionnels de santé. Alors, pourquoi c'est un sujet de santé publique? Parce que des études montrent qu'il y a 3 fois plus de burn-out chez les professionnels de santé que dans d'autres métiers. 49% des professionnels de santé ont des symptômes de burn-out. C'est-à-dire qu'ils sont effectivement en burn-out. Voilà, ils ont des symptômes, ils ont un environnement difficile, pour plusieurs raisons, des facteurs émotionnels, des charges émotionnelles très fortes, quand on est confronté à la mort, quand on est confronté à la souffrance humaine. Il y a d'autres facteurs qui sont plus structurels, organisationnels, en termes de charge de travail, de râteau hiérarchique, qu'on voit parfois un manager hospitalier pour 50 soignants. Et il y a des facteurs, enfin, humains. Donc, au niveau des chiffres aussi, c'est inquiétant parce qu'on voit que le taux d'absentéisme et turnover est nettement plus élevé dans les établissements de santé que dans d'autres organisations. Cet absentéisme, il coûte plus de 5 milliards d'euros par an en France. Et on a la conviction qu'on peut travailler sur une partie de cet absentéisme parce qu'il est lié à des facteurs humains, justement. Il y a une partie de l'absentéisme qui est incompressible, qu'il y a des bonnes nouvelles, des congés maternité, des changements de lieu de vie, voilà, ou tout simplement des arrêts maladie. Après, il y a d'autres facteurs sur lesquels on peut agir, parce qu'il y a un absentéisme qui est lié à la qualité de vie au travail, qui est lié à la qualité du management, à la qualité du fonctionnement des équipes. Et on a des leviers d'action à ce sujet. Seuls 20% d'ailleurs des directions
des ressources humaines évalue le coût de l'absentéisme et du turnover, en sachant que 60% voilà, du fonctionnement d'une organisation, ce sont voilà, les hommes et les femmes qui la composent. Donc, là encore, il y a un facteur économique, mais il y a surtout un facteur humain, de se dire comment on crée un environnement de travail où il fait bon travailler, où il fait bon être soigné aussi pour les patients. Donc, aujourd'hui, j'aimerais juste partager avec vous des grandes tendances qui affectent à la fois la société, d'une part, mais aussi le monde des établissements de santé. Et enfin, je dirais aussi des tendances au niveau du paradigme de changement au niveau managérial. Donc, en premier lieu, au niveau de la société dans laquelle on vit, les millénials représentent la moitié de la population active. Donc, les caractéristiques des millénials, il y en a plusieurs. Hein. La première, c'est une génération qui est habituée à des bouleversements, qui a vécu la crise de 2009, qui a vécu beaucoup de changements avec la transformation numérique, qui est un peu plus impatiente, qui voit sa vie professionnelle comme des moments qui sont des expériences de vie qui doivent être porteuses de sens, où il est essentiel d'avoir des relations de qualité avec sa hiérarchie, avec ses collègues, et une certaine impatience. Donc une tendance à changer rapidement si voilà, il y a trop d'irritants. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième, il est sur l'impact qu'a eu le digital dans nos vies et aussi dans la manière dont les relations entre les patients et les professionnels de santé s'opèrent. Donc aujourd'hui, le patient est un patient connecté. Il est connecté avec une communauté de patients, il s'informe sur sa pathologie, sur son parcours de soins, et donc il va être aussi plus challengeant vis-à-vis des acteurs de soins, en disant j'ai lu ceci, j'ai lu cela, et donc il y a cette multitude d'informations dans lesquelles il faut naviguer, et donc la posture du professionnel de santé qui avant était un peu, là, voilà, avait, je dirais, un peu plus d'informations en son pouvoir, a tendance à s'équilibrer par rapport au patient, parce que le patient aussi maintenant dispose de beaucoup d'informations. Et enfin, l'ère du Covid, ce que j'appelle l'ère post-Covid, avec le bouleversement que ça a généré au niveau sanitaire, nous a fait prendre conscience massivement au niveau planétaire que nous avons tous un rôle à jouer dans la santé de notre entourage. Et donc la notion de care, de je prends soin de moi, je prends soin des autres, je deviens acteur de mon bien-être, je prends soin de mes relations, sera accentuée et va continuer à s'accentuer avec l'ère post-Covid. De l'autre côté, on constate que les établissements de santé qui, jusqu'ici et à partir des années 50-60, sont entrés dans une logique un peu fordiste de tarification à l'activité, où il fallait faire le plus d'activités possible pour avoir le plus de revenus, parce qu'on était dans un paiement à l'acte, on l'est toujours avec le T2A, a fait qu'on est entré un peu dans une machine productiviste qui a conduit à un certain épuisement, une concentration sur certains types d'activités les plus rentables, et aussi essayer de maximiser le nombre de chiffres, d'une part, avec de l'autre des contraintes budgétaires où on demandait chaque année de réduire les coûts, ce qui fait qu'il y avait une équation extrêmement difficile à tenir, parce que les soignants étaient pris entre, d'une part, le besoin et l'envie de bien adresser les patients, et d'autre part, des impératifs de performance avec moins de moyens et des râteaux hiérarchiques parfois nettement allongés. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, je crois qu'avec aussi le Covid, il y a une prise de conscience massive à ce niveau-là. Le Ségur de la santé a augmenté les enveloppes, notamment de l'incitation financière à la qualité, et donc une prise de conscience qui même va jusque dans le manuel de la Haute Autorité de Santé, qu'il faut aussi prendre en compte la qualité sous plein de niveaux, y compris la qualité du management, la qualité de fonctionnement des équipes et la qualité de l'encadrement de proximité. Parce que ces éléments-là font partie aussi de la qualité de travail.
Le deuxième point, c'est qu'il y a une transformation profonde et accélérée des métiers de la santé. On parle, donc, les travaux de Leroy-Hood parlent de médecine prédictive, avec l'avènement de l'intelligence artificielle qui sera même de prédire de plus en plus quel traitement a le plus de chances de fonctionner par rapport au profil du patient. Une médecine préventive, on va aller de plus en plus sur comment je prends soin de mon bien-être, quel plan d'action je mets en œuvre pour prévenir la dégénérescence de certains de mes organes, ou même retarder les risques de pathologie, de cancer. On va bien sûr sur une médecine de plus en plus personnalisée et aussi participative, où la relation entre le patient, le professionnel de santé et le patient vis-à-vis de sa pathologie sera essentielle. Je vous donne un exemple. Il y a une différence énorme entre un patient qui dit « je suis diabétique » par rapport à un patient qui dit « je vis avec le diabète ». Et enfin, le troisième point, il est sur le fait que attirer, développer, fidéliser les collaborateurs de santé est un enjeu crucial parce qu'il y a une pénurie très forte de professionnels de santé à tous les niveaux. Et c'est un enjeu planétaire. Il manque 16 millions de professionnels de santé dans le monde pour atteindre les enjeux de couverture universelle de l'Organisation mondiale de la santé. C'est l'équivalent de la Bulgarie, pour vous donner un ordre d'idée. Donc aujourd'hui, si jamais des populations infirmières, médicales ou même des manipulateurs radio, par exemple, qui sont des populations très pénuriques, très dures à trouver, sont insatisfaites de la relation qu'elles ont avec leurs collègues ou leur hiérarchie, elles partent. Elles sont sûres de retrouver du travail ailleurs. Et donc, ça devient un enjeu crucial pour les établissements de santé aussi de renforcer la qualité de fonctionnement des équipes, d'investir dans l'humain pour retenir, attirer, développer leurs talents et leur donner justement les moyens de encore mieux faire leur métier. Le troisième grand changement de paradigme, il est lié à une évolution des modes d'organisation qui a été assez bien formalisée par Frédéric Laloux, qui a écrit Reinventing Organizations, qui parle justement des changements des organisations d'abord rouges, basées sur la peur, comme les mafias, comme les organisations préhistoriques, qui ont progressivement évolué vers les organisations ambres, où il y a une hiérarchie très figée, très codifiée, jusqu'aux organisations orange. Donc on a vu arriver avec le Fordisme, avec la logique de production, de productivité, et qui évolue progressivement, donc avec une notion d'organisation où la culture devient importante. Là, la culture qu'on peut avoir sur le sens de soigner, la culture, quelles sont les valeurs de l'organisation, quelle est la raison d'être, comment on veut travailler ensemble. Et enfin, les organisations qu'on appelle des organisations opales, qui sont beaucoup plus autonomes, et ce sont des organisations qui existent déjà. Dans le monde soignant, on a l'exemple de Buurtzorg, notamment aux Pays-Bas. Dans le monde infirmier, on a Soignons Humains, justement, en France, qui est un modèle d'organisation opale dans la santé. Et donc, la posture des managers va changer avec ces évolutions, naturellement, pour aller de plus en plus vers comment je respecte les process, avec la notion de commande et contrôle, mais j'arrive aussi à identifier les leviers de motivation intrinsèques de mes équipes pour les faire grandir et les accompagner au mieux. Alors, la notion de qualité de vie au travail, elle est extrêmement large, elle est extrêmement relative aussi parce qu'elle est basée sur le ressenti de chaque collaborateur. Elle est quand même définie par un cadre, donc en l'occurrence de l'ANACT. Et ce qui va surtout nous intéresser aujourd'hui, c'est la notion de management participatif et d'engagement. Avec trois grands postulats. Le premier, c'est on manage ce qu'on mesure. Donc, si vous voulez justement prêter plus d'attention à la qualité de vie au travail, à la qualité de fonctionnement des équipes,
Comment on le mesure? Comment vous le mesurez? Alors aujourd'hui, il existe beaucoup de baromètres sociaux, qui souvent sont des énormes machines qui mettent 1 an à se construire entre les relations avec les syndicats, la direction, les partenaires externes, les équipes QVT. C'est très très lourd à mettre en œuvre. On en ressort des résultats des analyses qui souvent sont restitués 12 mois plus tard. Et c'est 18 à 24 mois plus tard qu'on commence à réfléchir sur le plan d'action. Je caricature un petit peu parce qu'il y a des organisations qui sont un peu plus agiles, mais c'est aussi bien vrai dans le monde de l'entreprise que j'ai côtoyé fortement que dans le monde aussi de la santé. On travaille avec un établissement de santé qui on accompagne le comité de direction de cet établissement de santé. Voilà, ils sont sur l'analyse des résultats depuis 2017-2018. Donc c'est du véridique, c'est du factuel. Le deuxième grand postulat, c'est la notion que tout le monde a besoin d'un coach. Il y a une TED Talk qui est assez chouette de Bill Gates et Larry Page qui montre qu'en fait le coach, il apporte un regard externe. Et pour bien préciser le rôle du coach, il a pour vocation à accompagner son interlocuteur à trouver la réponse en lui. Il y a un rôle presque maïotique dedans. Et il y a un rôle aussi sur faire émerger les forces et les qualités pour que la personne arrive à accomplir ce qu'elle souhaite accomplir. D'une part, et d'autre part aussi, les accompagner dans les moments plus difficiles, pour être un petit peu le compagnon de route. Alors, le coaching est un métier aujourd'hui qui est régi par des certifications, donc, qui vient initialement du monde sportif. On sait tous que les athlètes doivent leur médaille pour beaucoup à leurs coachs, leurs entraîneurs. Ensuite, qui s'est démocratisé assez massivement dans le monde de l'entreprise. Et dans la santé, il y a un retard relatif là-dessus. Et juste un parallèle, parce que je sais que parmi vous, il y a des interlocuteurs très variés. Il y a aussi des personnes qui sont psychologues. C'est une approche très complémentaire à tout ce qui est aussi psychologie. Sur la psychologie, on travaille plus sur l'être, sur l'écoute profonde, sur le passé. Et le coaching, on travaille plus sur le présent et l'action, le futur aussi. Donc, c'est tout à fait complémentaire et compatible. Et enfin, le troisième grand postulat, c'est la symétrie des attentions. Alors, qu'est-ce qu'on entend par symétrie des attentions? C'est un concept en fait qui est né du monde de l'hôtellerie initialement, où on s'est rendu compte, dans les années 80, donc ce n'est pas si neuf que ça, mais ça se démocratise vraiment en ce moment, ça devient quand même un grand sujet dans beaucoup d'organisations, on s'est rendu compte que si on traitait les employés de manière extraordinaire, qu'on leur donnait les moyens de bien travailler, qu'on les considérait vraiment comme personnes humaines, et qu'on était vraiment à leur écoute, alors les clients finaux, donc les hôtels, auraient une expérience extraordinaire. Et c'est le même principe finalement qu'on l'applique aux établissements de santé. On a l'intime conviction que si on prend soin des professionnels de santé, on leur donne les outils justement pour améliorer la qualité du management, de l'encadrement, du bien travailler ensemble, du bien communiquer ensemble, bien s'organiser, les patients seront encore mieux pris en charge. Parce qu'il y aura moins d'absentéisme, il y aura moins d'erreurs médicales, il y aura tous les indicateurs finalement qui sont importants pour les établissements de santé seront améliorés. Et les patients, du coup, plus satisfaits. Parce qu'on sait que ces indicateurs comptent beaucoup, comme je l'évoquais, avec l'incitation financière à la qualité. Alors, je souhaite partager avec vous 5 clés. Ce sont des pistes de réflexion et je souhaite être très humble par rapport à cela. Parce que améliorer la qualité de vie au travail, c'est un vaste chantier et c'est à la fois l'œuvre de toute une vie, c'est aussi un travail d'amélioration continue. Et enfin, il n'y a pas un chemin pour y arriver, il y a une multitude de chemins. Je souhaite partager avec vous 5 grandes clés pour cela. La première, c'est ton organisation, tu connaîtras. J'ai pris l'image de cette bibliothèque parce que mon rapport d'étonnement, quand j'ai démarré mon aventure entrepreneuriale, j'ai passé 4 mois à la PHP, c'était de voir des services extrêmement cloisonnés, avec chacun leur culture, leur code,
Et donc, en même temps, des services qui avaient besoin les uns des autres, mais qui étaient très cloisonnés, même physiquement. Il y avait un code pour rentrer d'un côté, d'un service à l'autre, et un autre code pour rentrer de l'autre. Donc cet exemple, il est frappant quand même. Le deuxième cloisonnement, c'est aussi entre les métiers. Il y a des pouvoirs qui n'ont pas toujours les mêmes intérêts, le pouvoir médical, le pouvoir paramédical, le pouvoir administratif, le pouvoir politique qui rentre en jeu. Et donc, comment justement créer du collectif là-dedans? Donc ça, c'est au niveau organisationnel. Après, si on va un petit peu plus précisément au niveau collectif et individuel, qu'est-ce que c'est connaître ces équipes? C'est connaître les personnes, c'est aller les voir physiquement. On sait que la matière première des professionnels de santé, c'est l'humain. Donc, les populations ont vraiment besoin de proximité. Et j'ai entendu beaucoup de soignants pendant la crise du Covid qui m'ont dit, mais on n'a pas vu les équipes administratives. Ils ne sont pas venus sur le terrain. On s'est senti extrêmement seuls, isolés. Alors, bien sûr, il y avait la peur du virus, il y avait plein de choses. Et il y en a d'autres qui les ont vus venir, leur apporter des croissants, les soutenir. Et je vous dis que ça fait une énorme différence. Ça fait une énorme différence. Donc, il y a cette notion de tout simple de dire bonjour, de connaître ces équipes, de connaître aussi leurs qualités, leurs forces. Parce qu'on passe plus de... En fait, on va plus vite et plus loin quand on connaît les forces et les qualités de son équipe et qu'on travaille à les améliorer, plutôt que de se concentrer sur les défauts, ce qui est très franco-français, et d'essayer de corriger les défauts. Alors après, bien sûr, oui, il faut travailler sur les deux sujets. Et ça, c'est ce qui va dans la connaissance. Et enfin, le troisième point, on l'a évoqué avec la notion de baromètre social une fois par an, notre conviction, c'est qu'il faut prendre le pouls des organisations, des équipes beaucoup plus régulièrement pour mesurer le niveau de confiance, le niveau de conflit, le niveau d'engagement, le niveau d'attention au résultat. Tous ces points, on peut les mesurer aujourd'hui. Et ce qui est important, ce n'est pas seulement la mesure, c'est le dialogue qui se construit autour de cela. On va vers une deuxième clé, c'est vers un modèle plus participatif et humain, tu chemineras. Il y a des exemples extraordinaires aujourd'hui en France, des établissements de santé comme la clinique Pasteur à Toulouse, tenue par Dominique Pont, qui a vraiment réussi à fédérer un modèle participatif où les projets viennent des équipes pluridisciplinaires et les projets foisonnent, ils se sentent vraiment acteurs de leur projet d'établissement. Ce projet d'établissement a été construit par toutes les équipes. J'ai vu aussi des projets d'établissement qui étaient construits juste par 2 ou 3 personnes dans une salle. Et forcément, quand c'est le cas, c'est plus dur de se l'approprier. Donc, on va vers un modèle de leadership qui hier était très, on va dire, un petit peu top-down, voilà, pyramidal, comme on illustre ce schéma, vers un modèle plus alvéolaire. Et on le voit avec un autre exemple qui est le docteur Philippe Colomba, qui aujourd'hui est président de l'Observatoire national pour la qualité de vie au travail, qui a mis en place la démarche participative. Qu'est-ce que c'est la démarche participative? Alors donc, il y a plusieurs éléments. Il y a des staffs multidisciplinaires avec lesquels on a un ordre pour impliquer vraiment chaque acteur au niveau de la prise en charge adaptée pour le patient, avec un ordre précis. Il y a de la formation continue en permanence, on se forme, on apprend, on crée une culture de l'apprentissage continu avec du retour d'expérience. Et ça, c'est aussi donner la parole aux autres. Il y a des réunions de débriefing. Alors ça, c'est plus sur justement des choses qui existent aussi déjà, mais qu'il faut renforcer, des analyses de pratiques partagées, des cellules d'écoute. Quand il y a une difficulté, quand il y a une confrontation avec des cas parfois très lourds sur le plan émotionnel, il faut intervenir rapidement. Il faut donner des dispositifs d'écoute. Et encore une fois, il y a l'image de l'iceberg. Les dispositifs d'écoute, malheureusement, c'est souvent seulement la partie visible de l'iceberg. Il en faudrait plus. Comment adresser aussi la partie submergée. Je vous donne un exemple très simple. J'avais rencontré des équipes de nuit qui m'avaient dit « j'ai souffert d'un patient qui a eu des propos avec moi très agressifs et pendant 15 jours, j'avais la boule à ventre, je ne savais pas vers qui me tourner. » Aujourd'hui, il faut pouvoir rendre plus accessible, plus démocratique, plus instantané ces dispositifs d'écoute. Quatrième point, des échanges réguliers entre pairs. Et donc là, on va vers une culture aussi du coaching, du partage, du parrainage, et enfin de la démarche projet. Les projets, c'est ce qui donne du sens aussi, ce qui permet de développer de nouvelles compétences. Donc ça, ce sont les 5 grands points de la démarche participative. Et l'intention de ce webinaire, c'est de vous montrer aussi que ça existe déjà. Il y a des très belles initiatives. Il faut
les démultiplier et les consolider. Point clé, en fait, sur l'expérience patient, tu te focaliseras. Je crois que le plus grand moteur des établissements de santé, quels qu'ils soient, et de toutes les fonctions, y compris fonctions administratives, même des personnes qui travaillent dans l'informatique assez loin des patients, ils sont fiers de travailler pour contribuer à améliorer la santé des patients. C'est leur plus grande fierté. Toujours, quand il y a un nouveau process qui se met en place, se dire qu'est-ce qui va changer dans la vie du patient. En quoi le fait de gagner du temps, si on change la manière dont la pharmacie est orchestrée, eh bien, si on le fait, ça nous gagnera du temps pour passer plus de temps avec les patients. Donc, toujours cette notion de sens, cette connexion. Quatrième point, il est sur la notion de culture du coaching. On l'a vu, le coaching à plusieurs niveaux. Individuel, ça peut être de l'accompagnement individuel pour des populations managériales, ça peut être de l'accompagnement collectif pour des populations, des comités de direction ou des équipes ou des services avec de l'interdisciplinaire et enfin de l'organisationnel. Et donc, il y a cette notion de comment créer ce climat de confiance, comment être à l'écoute, comment poser des questions impactantes pour amener ces équipes à trouver leur propre levier. Comment favoriser un climat de collaboration. Et pourquoi c'est essentiel? Parce qu'aujourd'hui, les râteaux hiérarchiques sont tellement grands. Encore une fois, voilà, j'étais au téléphone avec un directeur d'établissement il y a peu et il m'a dit, voilà, on a malheureusement une personne qui est en burn-out. Elle est extrêmement engagée. Alors, c'est le principe des personnes souvent en burn-out, elles sont trop engagées. Elle manage 50 personnes. Et en plus, elle doit gérer 4 chirurgiens. Voilà. Donc, forcément, un poste très difficile comme ça suppose d'accompagner aussi les collaborateurs pour leur donner la chance de créer sur ces 50 personnes des groupes plus autonomes, plus apprenants, plus coopératifs. Et si on ne le fait pas, on risque de mettre vraiment en difficulté ces managers intermédiaires qui ont un rôle absolument vital pour la solidité de votre organisation. Et ça, c'est voilà, donc c'est une véritable écoute, c'est un dynamique, c'est un travail continu. Et enfin, alors voilà, enfin juste à titre d'exemple, nous on a lancé une initiative de coaching solidaire pendant la crise. Donc on a eu des populations très variées. Et j'ai voulu aller un peu plus loin dans l'expression des besoins de coaching qui se sont centrés sur des confrontations, des sujets très concrets, de la pression très élevée, des situations managériales difficiles, des tensions amplifiées par l'incertitude. Et là, on sait qu'on est dans la deuxième vague. C'est difficile aussi pour les équipes. Elles se sont à peine remises de leurs vacances, de leur première vague. Il faut se préparer à la deuxième vague, plus tous les patients déprogrammés à reprogrammer, plus la pression de reprendre l'activité pour compenser. Et voilà, en fait, j'ai listé quelques besoins clés exprimés sur ce slide. Des notions de résilience, des notions de savoir se ressourcer, s'écouter. Si on ne prend pas de soin de soi, comment on peut donner aux autres? Il y a la notion d'assertivité aussi, arriver à s'exprimer de manière assertive, sans trop déborder, sans être trop en position d'infériorité, juste assertive. Ça, c'est une demande très forte. Donner du sens, dynamiser les équipes. Donc voilà autant de sujets qui seront le résultat d'une culture du coaching bien réussie et reliée à la qualité de vie au travail. Et enfin, le cinquième point, il est sur la notion d'expérience collaborateur. Ça encore, c'est un terme un petit peu nouveau. L'expérience collaborateur, c'est l'ensemble des points de contact d'un collaborateur depuis son arrivée jusqu'à sa sortie de l'établissement. Et en fait, il y a des moments de vérité. Le moment de vérité commence la première fois que vous allez sur le site internet de l'établissement de santé qui vous intéresse. Vous allez voir les notes qu'il y a peut-être sur Facebook, les commentaires. Ah tiens. Ensuite, il commence premier contact avec l'entretien de recrutement. Je vous donne un exemple. Je connais un cadre de santé très bien qui a eu la bonne intelligence d'impliquer ses équipes dans le processus de recrutement. On peut se dire, ça prend du temps. Oui, certes, ça prend du temps. Sauf qu'en le faisant, ça lui fait gagner du temps. Parce que derrière, une fois que les personnes rejoignent l'organisation, ceux qui ont été impliqués dans le processus de recrutement se sont sentis acteurs de l'intégration de ces personnes et prennent en charge l'intégration avec d'autant plus d'engagement. Si vous responsabilisez vos équipes, si vous leur donnez une certaine autonomie, eh bien, elles prendront la mesure de leur responsabilité. C'est un vrai changement de paradigme. Hein. Et donc, tout l'enjeu de l'expérience collaborateur, c'est de travailler sur les moments de vérité,
le premier jour, la première réunion, le premier entretien d'évaluation, la première chose, la première fois que je suis confronté à un patient qui décède, que je suis en difficulté parce que je ne sais pas là, comment adresser cela, comment on m'aide, qui vient là. Et tous ces moments de vérité, se dire, est-ce qu'ils sont bien vécus ou est-ce qu'ils sont moins bien vécus? Et si vous travaillez à le faire, ce mapping, si vous travaillez à évaluer la satisfaction de ces moments, vous donnez la chance à vos collaborateurs de construire des endroits où il fait bon travailler et bon être soigné. Donc la question que j'ai envie de vous poser, c'est comment apprendre à surfer plutôt que d'être submergé. Alors cette étude a été publiée par le docteur Victor Tseng et reprise par la Fédération hospitalière. Et elle montre qu'on n'est pas au début des vagues. Et d'ailleurs, les vagues ont toujours fait partie du quotidien des soignants. Il faut le rappeler, chaque année des plans blancs, des plans grippe, des plans canicules, qui bouleversent le quotidien des équipes. Elles doivent annuler leurs vacances, il y a des facteurs organisationnels, mais il y a des facteurs humains qui sont essentiels. Et donc, là, il y a des vagues qui s'amplifient, qui sont majeures, et la quatrième vague est celle aussi du burn-out, de la santé mentale. Et donc, tous ces dispositifs aussi de coaching et d'accompagnement participent à prévenir plutôt que guérir. Notre vision, elle est simple. Démocratiser l'accès à des dispositifs de coaching, de mesure et de bien-être pour améliorer la qualité de vie au travail du plus grand nombre d'acteurs de santé au quotidien. Et ainsi d'apporter notre pierre à l'édifice pour construire des organisations de santé où il fait bon travailler et être soigné. Elle est très simple. Et c'est une vision qui nous paraît essentielle parce que les professionnels de santé, quels qu'ils soient, derrière professionnels de santé, j'entends aussi bien médicaux, paramédicaux que population administrative, parce que vous participez tous au parcours de soins, méritent vraiment des endroits où il fait bon travailler pour bien soigner. Et je pense que la crise du Covid a encore plus mis ce sujet au cœur des projecteurs. Donc voilà les 3 types de dispositifs que nous pouvons mettre en œuvre immédiatement. Ce sont des dispositifs de coaching individuel, des accompagnements d'équipe, de comités de direction, voire des dispositifs plus larges, organisationnels, sur des sujets transverses évoqués. Et juste pour vous donner des exemples de verbatim, on a créé un langage commun. C'est Jean Denorroy, directeur général de la Avignon, qui nous a dit, vraiment, j'ai changé, mon comité de direction a changé. Il a réussi à créer ce langage commun, à renforcer la cohésion. Et on est au début de notre histoire avec eux, parce qu'ils ont un vrai projet de transformation sur lequel on les accompagne depuis janvier 2020 et on va continuer sur 2021. Un témoignage qui m'a beaucoup touché aussi de Laura, qui est ergothérapeute en région parisienne. Elle m'a dit, j'ai fait en 4 mois avec mon coach que j'aurais mis 4 ans à faire, toute seule. Donc, imaginez le service que vous pouvez rendre en accompagnant vos équipes. Et ça peut être aussi des managers qui font ce travail. Et enfin, on a des vidéos YouTube que je vous invite à regarder, sur notre site internet, qui montrent des chefs de service qui ont été confrontés à des vraies situations très tendues, avec des conflits amplifiés ou vraiment des besoins de rassurer leurs équipes, ont trouvé avec l'accompagnement qu'on leur a proposé. Donc, encore une fois, c'est un accompagnement parce qu'on a un réseau de coachs aussi dans notre communauté Chakari. Experts certifiés, supervisés, formés en continu, avec au moins 10 ans d'expérience et bien sûr un alignement fort avec notre valeur et le secteur de la santé. Et bien, elle nous a dit, voilà, cette chef de service, j'ai eu des outils qui m'ont permis de trouver des réponses immédiates et actionnables très rapidement. Donc, voilà, le temps s'est un petit peu écoulé, j'ai un peu débordé. En résumé, sur ce sujet de réunir à la fois les enjeux des professionnels de santé, la qualité de vie au travail et l'humain, avec une approche plus tournée autour du coaching, elle a 4 objectifs principaux pour nous. Donc, prévenir plutôt que guérir. Deuxièmement, accompagner les professionnels de santé, ça fait réponse à un des besoins très forts qui est aussi plus de reconnaissance. La reconnaissance n'est pas uniquement financière. Certes, la revalorisation des salaires est essentielle et le Ségur de la santé est allé dans le bon sens. Et la reconnaissance, elle est aussi de dire on vous donne les moyens de prendre soin de vous. Voilà. Elle est aussi sur le plan humain.
D'ailleurs, ça apporte plus de satisfaction que d'adresser des leviers de motivation intrinsèques que extrinsèques. Donc, troisièmement, c'est renforcer la qualité de fonctionnement des équipes. Les équipes qui fonctionnent bien efficacement, elles gagnent du temps, elles sont plus productives, avec des patients plus satisfaits, elles sont contentes de se lever le matin pour le travail. Et 70% des Français sont moyennement engagés, voire activement désengagés. Donc, juste pour rappel, ça montre la taille du problème. Et enfin, bien sûr, diminuer les coûts liés à l'absentéisme, au burn-out et au turnover dans des équipes. Donc, un grand merci pour votre attention. Je vous propose de laisser un temps d'échange aux questions. Donc, vous pouvez vous exprimer sur le chat, normalement, ou lever la main. Donc, est-ce que vous avez des questions? Je crois que parmi vous, il y a beaucoup de professionnels de santé d'univers assez variés. Alors, je vais écrire sur le chat. Avez-vous des questions? Alors, Sandra me dit, vous parlez bien de prendre la température des équipes. Alors, juste pour préciser ce que j'entends par là, excusez-moi, c'est prendre le pouls du fonctionnement des équipes. Et quelle est la philosophie derrière de prendre le pouls du fonctionnement des équipes? De la même manière qu'on prend le pouls des patients sur des constantes. Alors justement, avez-vous des idées plus agiles? L'idée, c'est plutôt que de faire un gros baromètre tous les ans, notre conviction, c'est qu'il faut plutôt séquencer les sujets et les prioriser. Et donner la possibilité à chaque manager de séquencer aussi de la manière qui leur paraît la plus pertinente. Donc, on a travaillé sur des sous-sujets. Il y a la qualité de vie au travail, par exemple, l'autonomie des équipes, les relations horizontales, les relations avec la hiérarchie, les sujets de santé et de bien-être. Et juste de poser ces questions pour voir sur quel sujet eh bien, il y a, on va dire, des bons résultats et sur quel sujet on peut s'améliorer. Et donc, ça, cette notion de baromètre interactif, ça fait partie aussi des dispositifs qu'on souhaite proposer. Et donc, ce qui est le plus important, c'est d'avoir un dialogue autour de cela. Voilà, donc, en résumé, la notion d'agilité, elle est sur poser des questions plus régulièrement à vos équipes pour interagir, interpréter les résultats des équipes et trouver des solutions en les impliquant sur les solutions possibles. Alors, donc, j'ai une question d'Anne Leclerc. Certaines structures de santé ont mis en place des coachs internes. Que pensez-vous de ce type de dispositif? Je pense que c'est une excellente idée. Je pense que c'est une excellente idée et que c'est dans l'air du temps parce que tout le monde a le potentiel d'être un coach. Il faut juste transmettre. D'abord, premièrement, expliquer ce que c'est que le coaching, parce que c'est un mot aussi qui peut être assez interprété de différentes manières. Éduquer, faire vivre aussi des expériences de coaching pour se dire quels sont les sujets que vous souhaitez transmettre justement à ces coachs internes, quelles vont être leurs compétences, sur quels sujets ils vont intervenir. Et en fait, c'est une très bonne idée parce que ça les responsabilise. Ça leur permet aussi de transmettre cette culture du coaching. Et ça, finalement, ça allège les râteaux hiérarchiques qui parfois sont intenables. Je pense à cette personne qui manage 50 personnes. Il y en a beaucoup qui managent même entre 50 et 70 personnes. J'ai vu des cadres de santé qui manageaient 70 personnes. C'est impossible de manager 70 personnes. Normalement, les râteaux hiérarchiques sains, c'est un manager pour 7 personnes. Donc oui, il faut des coachs internes, il faut les éduquer, il faut les former, il faut leur faire vivre des expériences de coaching pour justement créer une structure plus centrée sur l'humain, plus apprenante et participative. Est-ce que vous avez d'autres questions? Donc, en plus des questions posées par Sandra et Anne, que je remercie d'ailleurs.
On a encore quelques minutes devant nous. Très bonne question, Isabelle. Alors, avez-vous eu l'occasion d'évaluer votre travail? Oui, bien sûr, c'est essentiel. Donc, sur toutes les expériences de coaching que nous avons délivrées, nous envoyons des questionnaires de satisfaction. Aujourd'hui, par rapport donc au coaching individuel délivré, nous avons eu d'excellents scores. 4,8 sur 5 sur l'atteinte des objectifs définis entre le coach et le coaché. C'est le premier point. Le deuxième point qui nous paraît essentiel, d'autant plus dans le contexte actuel, c'est en quoi le coaching est apparu comme une réponse efficace dans la prise en charge de mon bien-être relationnel, émotionnel, voire managérial. Eh bien, on a eu 4,8 sur 5. Et on a des recommandations autour de 4,8, 4,9 sur 5 aussi sur le coaching individuel. Donc, et sur le collectif aussi, nous évaluons, c'est essentiel, indispensable. Et d'ailleurs, il y a l'évaluation de manière quantitative, mais aussi de manière qualitative. Parce que c'est une démarche vraiment d'agilité, d'adaptation continue. Moi, j'ai une question pour vous. Oui, comment vous passez d'un port théorique assez large à une application sur le terrain pour tous les services? Merci, très bonne question. Alors, de manière très concrète, l'application sur le terrain, elle va se faire d'abord par la notion de prise de pouls régulier. Voilà, donc d'abord de priorisation, il faudra une équipe, on peut travailler avec une équipe de qualité de vie au travail dédié, avec la direction. Alors c'est très important que la direction soit impliquée aussi sur ces sujets. Direction générale, direction des ressources humaines, des personnes aussi qui ont un rôle de management. Donc la première phase, c'est la phase de priorisation, définition des besoins, voir quel est l'existant, qu'est-ce que vous avez déjà fait. Ensuite, de se dire sur quel sujet on veut travailler en priorité. Et donc pour ça, il faut justement collecter des besoins et des avis. Et enfin, il y a des applications, alors ça c'est sur plus la partie, je dirais, baromètre, prise de pouls. Il y a aussi sur la partie développement des compétences humaines, relationnelles, managériales, se dire tout simplement sur quel sujet vous voulez travailler en priorité. Est-ce que c'est la cohésion? Est-ce que c'est le bien communiquer ensemble? Est-ce que c'est renforcer la collaboration entre les services? Et en fonction de ça, nous trouvons des coachs experts qui vont co-construire des programmes avec vos équipes qu'on va délivrer. Et enfin, il y a un troisième point d'application très simple qui est faire expérimenter des sessions de flash coaching. Donc ça, c'est très simple, c'est juste pour ceux qui en souhaitent découvrir, qui ne connaissent pas forcément ce que c'est que le coaching, leur faire vivre des flash coaching de 30 minutes où ça peut même se faire à distance si les personnes ont accès à un ordinateur avec une caméra. Alors ça peut se faire aussi en présentiel, enfin, tout dépend des préférences. Et de se dire, voilà, je vis une session de 30 minutes, donc j'expérimente, je vis ce que c'est et je vois si j'ai envie de continuer. Alors, une autre question, quelle différence entre le collectif et l'organisationnel? Alors, c'est une bonne question. Le collectif, il va être au niveau d'une équipe ou d'un service. Et l'organisationnel, il va vraiment être sur tous les niveaux. Donc, sur tous les niveaux, sur tout votre établissement de santé. Donc, il va intégrer à la fois une notion d'accompagnement avec des coachs, la notion de développement des compétences humaines, relationnelles et managériales que vous avez identifiées comme prioritaires, et enfin la notion de prise de pouls, avec pour objectif de collecter l'avis aussi des personnes à tous les échelons hiérarchiques. Donc, la différence, en fait, c'est que l'organisationnel, c'est à plus grande échelle. Alors, une question sur
le financement. Donc, aujourd'hui, on est, pour avoir accès à ce type de financement, il y a des budgets qui sont soit budgets externes. On peut aussi réfléchir à des budgets formation. Oui, heureusement, il y a des directions d'établissement qui ont pris conscience qu'investir dans l'humain, c'était une priorité. Heureusement. Et d'ailleurs, voilà, enfin, juste pour donner des ordres d'idée, le coût d'une personne qui quitte un établissement qui a un poste clé, c'est entre 70 000 et 100 000 euros. Quand on pense au coût du recrutement, le coût de la formation, les coûts qui risquent d'être générés par les départs qui suivent, etc. Donc, voilà, il y a différents dispositifs qui sont possibles pour la notion de financement. Et on souhaite vraiment, quand on travaille avec des établissements, être un vrai partenaire pour mesurer aussi l'impact qu'on apporte, qualitatif et quantitatif. Je vous en prie. On arrive à la fin de ce webinaire. Donc, je voudrais vous remercier tous et toutes pour votre attention. J'ai une dernière question que je vais prendre. Dans le cadre de vos coachings collectifs, vos coachs sont-ils amenés à participer aux différents types de réunions de management participatif, CREX, revue des événements indésirables, revue... Alors, c'est possible. En fait, vraiment, s'adapte en fonction de vos besoins. Ce qui est important, je trouve, c'est de comprendre les dispositifs actuels que vous avez pour vraiment s'y intégrer de manière la plus pertinente, la plus cohérente possible. Et donc, c'est possible en tout cas, pour répondre à la question d'Émilie. Voilà, je voudrais vous remercier. J'espère que ce webinaire a été instructif, que vous avez appris quelque chose. J'espère aussi que ça vous a donné envie d'approfondir ce sujet, de se dire comment je peux porter aussi ce sujet de la qualité de vie au travail, de construire des établissements où il fait bon travailler et bon être soigné. Et un grand merci à tous et à toutes pour votre présence. Je vous souhaite une très bonne après-midi et à bientôt. Nous aurons d'autres webinaires à suivre. Donc, je vous invite aussi à vous abonner à notre newsletter, à notre groupe, notre page sur LinkedIn ou Facebook. À très bientôt. Bonne journée. Au revoir.